Bonsoir tout le monde. Je suis très content de vous retrouver pour cette toute première édition du Mardi médical de l'année 2026. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Je vous souhaite une très bonne année 2026. Alors, nous assistons, comme je l'ai dit, à la toute première édition du Mardi médical de la nouvelle année. Nous allons parler d'un thème qui est, j'ai pas envie d'employer des thèmes comme à l'accoutumée, problème de santé publique et tout, mais j'ai envie de vous dire, c'est un problème majeur qui sévit fréquemment au sein de la population, surtout la population jeune, la population en âge de procréer, mais particulièrement la population jeune. Pour être à mon, j'ai envie de dire, septième, huitième mois de travail à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, je peux vous dire que la grossesse extra-utérine, c'est pas un mythe. C'est très fréquent. Beaucoup ne savent pas que ça existe jusqu'au jour où, un instant, on prend notre invité. Bonsoir, docteur. Allô, docteur. Allô? Écoute. Oui, donc est-ce que tu m'écoutes? Oui, je vous suis bien, docteur Pouna. D'accord. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être là ce soir, très mignon, très bien habillé, pour nous dire la C'est science. possible. Donc, Georges Gaëtan, qui est là ce soir pour nous entretenir sur la grossesse utérine parce qu'il est résident en gynécologie obstétrique à la faculté de médecine et sciences médicales de l'Université Yaoundé. Pour la petite histoire, il y a environ 4 ans, j'ai mis sur pied le mardi médical quand j'étudiais en 7e année. Le docteur Mal était étudiant en 5e année et il m'a dit qu'il veut passer au mardi médical. Et je lui ai dit, il y a encore des choses à apprendre. Tu vas passer au mardi médical, mais en 5e année, non, je ne peux pas. Il a eu son doctorat, il m'a dit, docteur, je veux passer au mardi médical. J'ai dit, ok, tu vas passer. Mais il faut encore faire un peu de pas. Il a reçu le résidanat et là, on a trouvé un consensus. Non, il a déjà toutes les taufes nécessaires pour entretenir un public et lui dire la science. Donc, si je l'ai invité ce soir, parce que c'est pour qu'il sache que je lui fais déjà entièrement confiance. Et pour dire la science à la population et pour recevoir même les patients éventuellement que je référerai, que ce soit que j'ai reçu ou alors même les membres de ma famille. Donc tu as déjà toute ma confiance en ce qui concerne le point de vue médical. Donc, comme je disais tantôt, nous allons parler ce soir de la grossesse utérine. C'est quelque chose depuis 8 mois pratiquement que je suis à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Je rencontre ça de façon très fréquente. Les jeunes filles dès l'âge de procréer, on va dire 15 à partir de 15 ans, surtout au début de la vingtaine, il y a beaucoup de grossesses utérines. Pourquoi le docteur Andy va nous le dire tout à l'heure. Donc, pour ceux qui sont nouveaux dans le maladie médical, l'émission des articulations, la première partie, c'est la présentation de l'invité, bien évidemment. Il aura 25 à 30 minutes pour faire sa présentation. Après sa présentation, euh, Docteur Yves. Docteur Yves. Oh, c'est médic, hein? C'est vraiment médic, là. allô, Docteur doc. Yves, vous Oui, est-ce que tu m'écoutez? m'écoutes? Oui, 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 est-ce que toi, tu je suis m'écoutes? là. Oui, je t'écoute. Le Ça, réseau le est... réseau Le, Cameroun, c'est pas vraiment évident. le réseau est particulièrement mauvais de mon côté. Ça Malheureusement, va aller, docteur. n'est plus en dynamique, ta vidéo n'est plus en dynamique chez moi, mais c'est pas bien grave. Donc, je disais que le mardi médical a des articulations. La première partie, c'est la présentation de notre invité pendant 25 à 30 minutes. Après sa présentation, je vais reprendre la parole pour faire un résumé de ce qui aura été dit, question de mettre à jour nos différents retardataires. Et donc, après avoir fait le résumé, nous allons répondre progressivement aux questions qui auraient été posées en commentaire dans l'ordre chronologique. C'est dit qu'au fur et à mesure que la présentation a été faite, vous avez le droit et même le devoir de laisser vos questions en commentaire. Donc, à la fin, on essaiera d'y apporter des réponses. Donc, docteur, je vais te donner la parole. Tu vas te présenter et nous faire la présentation, s'il te plaît. D'accord.
Merci le docteur Yves pour m'avoir donné la parole. Je suis le docteur Malé Toubé Georges, résident en gynécologie, actuellement à l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngoussou. C'était mon dernier site de stage. Bon, c'est un plaisir d'être invité au Mardi médical, comme je le disais, pour parler de la science, pour parler d'un sujet particulier, notamment la grossesse extra-utérine, avec pour cible les femmes en âge de procréer. Beaucoup posent souvent la question, pourquoi parle-t-on de grossesse extra-utérine? Il faudra savoir qu'on parle de grossesse extra-utérine parce que c'est une urgence médicale grave pouvant mettre en jeu le pronostic vital de la femme. Et il faudra savoir que diagnostiquer précocement, il peut sauver la femme. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif ici, c'est d'informer les femmes sur comment reconnaître les signes d'alerte, connaître les facteurs de risque, l'évolution et le pronostic des grossesses extra-utérines. Notamment par quoi? Il faudra d'abord savoir c'est quoi une grossesse extra-utérine. Beaucoup se posent souvent la question en disant grossesse extra-utérine, mais ne connaissent pas la réelle définition. Il faudra savoir que la grossesse extra-utérine, par définition, c'est la localisation du produit de conception hors de la cavité utérine. En français simple, c'est lorsque la grossesse ne se développe pas à l'endroit où elle doit se développer normalement. Il faudra noter qu'elle concerne environ 2 femmes sur 100 grossesses. Mais en général, dans notre contexte, sur des études qui ont été menées récemment, elle concerne environ 3 à 4 femmes sur 100 grossesses. Vous voyez que le nombre a un peu augmenté par rapport à la globalité. Il faudra noter que c'est la première cause de décès maternel au premier trimestre et elle contribue jusqu'à 6,5% de la mortalité maternelle. Elle touche toutes les femmes en âge de procréer. Il ne faut pas oublier le paramètre. Toutes les femmes en âge de procréer peuvent être touchées par une grossesse extra-utérine. Et même les femmes en bonne santé peuvent faire des grossesses extra-utérines. La question qu'on se pose souvent, c'est de savoir comment la grossesse extra-utérine survient, pourquoi elle survient et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça. Donc, sur la réponse de comment elle survient, il faudra d'abord savoir que normalement, comment la grossesse survient, avant de penser à comment la grossesse extra-utérine survient. Normalement, on sait tous que la grossesse ne se fait pas directement dans l'utérus. Il y a la rencontre d'un spermatozoïde et de l'ovule qui se fait déjà dans la trompe. Donc, c'est de là que va se faire la division des premières cellules qu'on appelle les blastocytes et va migrer tout doucement le long de la trompe pour arriver et s'accrocher dans l'utérus. Donc, pour un petit rappel, la trompe, c'est comme vous avez vu sur l'image, juste avant que le mardi médical ne commence. La trompe, elle est là. Quand il y a fécondation, l'œuf migre, ça migre, ça migre, ça migre. Et ensuite, ça va descendre tout doucement et arriver dans l'utérus. Mais dans la grossesse extra-utérine, qu'est-ce qui se passe? La grossesse se forme aussi dans la trompe. Mais le problème, c'est qu'elle ne va pas réussir à descendre pour arriver dans l'utérus et se fixer. Donc, elle va rester stagnée dans la majeure partie des cas dans la trompe et elle va se développer à cet endroit-là. Donc, il y aura beaucoup d'éléments qui vont faire en sorte que l'œuf ne puisse pas arriver au niveau de l'utérus. Pourquoi certaines femmes font des grossesses extra-utérines? C'est la question qui revient à chaque fois de nos internautes. Il faudra savoir qu'une femme a plus de risques de faire des grossesses extra-utérines si elle a déjà eu premièrement un antécédent de grossesse extra-utérine. Donc si par le passé, elle a eu à faire une grossesse extra-utérine, elle est amenée à faire une grossesse extra-utérine à nouveau. Ça, ce sont des études. Les antécédents d'infections sexuellement transmissibles, notamment d'infections à chlamydia. Dans notre contexte camerounais, c'est 95% de cas d'infection à chlamydia qu'on retrouve et qui font des grossesses extra-utérines. Grossesse, infection sexuellement transmissible, vous savez comment ça se transmet, rapport sexuel non protégé. Des antécédents de chirurgie tubaire ou pelvienne, des femmes qui ont déjà eu à avoir un antécédent de chirurgie, qu'on a déjà eu à opérer, notamment quand on parle de chirurgie tubaire, on va voir qu'il y aura altération de la lumière de la paroi tubaire, ce qui va diminuer le calibre
de la trompe. Et vous allez voir aussi, pelvien, il y aura création des adhérences qui vont parfois étrangler la trompe et parfois modifier le trajet pour empêcher l'œuf de migrer. Il faut voir aussi un élément important, un facteur de risque que beaucoup négligent souvent, mais qui est très primordial, c'est le tabac. Les femmes qui consomment le tabac sont à risque de faire des grossesses extra-utérines parce qu'il y aura diminution de l'activité des cils au niveau de la trompe là. Quand l'œuf migre, il y a des cils là qui permettent le mouvement des péristatismes. Et au niveau de ces cils là, il y aura un défaut et un ralentissement du transport de l'œuf. Donc, la consommation de tabac n'est pas vraiment concernée, recommandée, pour dire. Habituellement, on parle aussi des dispositifs intra-utérins que vous appelez vulgairement les stérilets. Bon, des études ont été faites, mais ce n'est pas toutes les études qui ont été prouvées pour dire que bon, le stérilet conduit aux grossesses extra-utérines. Le stérilet empêche la grossesse, mais ça ne protège pas contre les grossesses extra-utérines. Les fécondations in vitro, qu'on appelle habituellement FIV, peut favoriser le reflux dans le renvoi de l'œuf dans la trompe. Donc, ce sont des facteurs de risque aussi, les fécondations in vitro. Certains médicaments, notamment les pilules d'urgence, que vous appelez habituellement la pilule du lendemain, quand elle est consommée de façon non contrôlée et abusive, elle peut être un facteur de risque de grossesse extra-utérine. Par quel mécanisme? En diminuant l'activité des cils et la perméabilité de la trompe. Donc, ça va fragiliser la trompe. Pour qu'il y ait grossesse extra-utérine, quand on parle au niveau de la trompe, il faut que la trompe ne soit plus vraiment perméable, elle soit fragile, elle soit malade. Là, on va dire que bon, l'œuf n'a pas pu migrer à cause de ça. Il y a aussi les avortements volontaires qu'on appelle habituellement, vous appelez ça les IVG, les interruptions volontaires de grossesse. Quand elles sont compliquées et qu'elles sont récurrentes, elles peuvent être un facteur de risque de grossesse extra-utérine. Les partenaires sexuels multiples, avoir plusieurs partenaires sexuels, ça peut être un risque, surtout si vous n'êtes pas protégé. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'âge inférieur à 18 ans. Une jeune fille de 18 ans qui a commencé à avoir des rapports sexuels très tôt, 16 ans, 15 ans, elle a risque de faire des grossesses extra-utérines. Bon, ayant fini la phase des facteurs de risque, on va maintenant arriver dans la phase de quels sont les signes d'alerte permettant de suspecter une grossesse extra-utérine et de me dire que bon, je suis une femme devant tel signe, tel signe, tel signe, il faut que j'aille directement consulter à l'hôpital. Il ne faut pas que je reste à la maison en me disant que bon, je vais prendre un médicament et puis ça va se calmer et puis je vais partir. Le premier signe majeur dans la grossesse extra-utérine, c'est la douleur. Vous aurez une douleur pelvienne, une douleur au niveau du bas-ventre. Ensuite, vous aurez d'autres signes qui vont accompagner la douleur. On va caractériser la douleur après, bien sûr. Vous aurez d'autres signes qui vont accompagner la douleur qu'on appelle souvent des métrorragies. Vous aurez des petits saignements qui sont en dehors de la période de menstru. C'est ça qu'on appelle des métrorragies. Vous allez voir, vous aurez ces petits saignements comme Yves l'a bien dit au départ. Vous allez voir sa première vidéo, il expliquait qu'elle a eu un retard de règles et tout. Elle s'est dit que c'est les règles qui revenaient, mais non, c'est ça en fait. Et vous allez voir le troisième signe. Le troisième signe phare, on a parlé de la douleur, on a parlé des métrorragies. Et maintenant, il y a aussi des signes sympathiques de la grossesse. Une grossesse extra-utérine, une femme qui vient suspecter une grossesse extra-utérine, dès qu'il y a retard de règles, il faut aller à l'hôpital. Trouble du cycle menstruel, il faut aller à l'hôpital. En se disant les règles sont revenues tellement abondantes, tellement c'est pas venu cette fois-ci, il faut aller à l'hôpital. La tension mammaire, ça sont les signes sympathiques de la grossesse, nausées et vertiges. Donc, devant une douleur pelvienne qui peut être unilatérale, permanente, localisée généralement à gauche et qui irradie parfois au niveau de la scapula, donc au niveau du dos, vulgairement. On a des saignements peu abondants en dehors de la période des règles, notamment qui peut être noirâtre. Ça doit vous inciter à dire que, bon, devant ces signes, je ne prends pas un paracétamol, je reste à la maison, je pars à l'hôpital et j'essaye de voir comment on peut me prendre en charge.
Maintenant, arrivé, quels sont les examens qu'une femme fait habituellement quand on suspecte une grossesse extra-utérine? Habituellement, il y a le test urinaire de grossesse qui revient habituellement positif, puisque vous avez des signes sympathiques de la grossesse. Le test va revenir positif, mais le test positif ne veut pas dire que... Le test positif veut dire que vous êtes enceinte, mais est-ce que c'est une grossesse viable? Est-ce que c'est une grossesse qui va arriver à sa terme? Il faudra donc explorer tous ces paramètres. Et pour cela, on fait souvent d'autres tests qu'on appelle le dosage des bêta-ACG. Quand on dose les bêta-ACG, ça permet d'avoir une image, en fait, un plan de prise en charge calé pour dire qu'ici, devant les bêta-ACG élevés, on peut penser à une grossesse extra-utérine. Mais les bêta-ACG seuls ne suffisent pas. On a toujours besoin de l'aide de nos radiologues qui vont parfois faire une échographie endovaginale. Docteur Yves Pouna va bien vous édifier sur qu'est-ce qu'on voit à l'échographie. Quand on part à l'échographie, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on suspecte. C'est un peu ça. Maintenant, il faut noter, ça c'est pour les professionnels de santé, les personnels qui nous suivent. Si le taux de bêta-CG est positif, on parle effectivement de grossesse. Mais ça ne nous oriente pas forcément vers la grossesse extra-utérine. Qu'est-ce qui va nous orienter? Si elle ne dédouble pas, on va parler d'une grossesse extra-utérine. Parce qu'on s'attend à ce que les bêta-CG doublent dans les 48 heures. Là, on parle de grossesse intra-utérine. Si maintenant elle diminue à plus de 50%, on va plus se pencher vers un avortement. Donc, c'est un peu ça. Comment traiter la grossesse extra-utérine? L'objectif sera pour le professionnel de santé de supprimer la grossesse extra-utérine, de réduire au maximum la morbidité, de limiter le risque de récidive et de préserver la fertilité. Donc, quand une femme a une grossesse extra-utérine, il faut qu'elle se mette dans la tête que quand j'arrive à l'hôpital, premier réflexe, je vais être hospitalisé. Ça doit être systématique. Qu'elle ne pense pas qu'elle va venir, on va lui dire que bon, on va te faire deux petits trucs là, et puis ça va te calmer la douleur, et puis tu rentres. On ne rentre pas. On a remarqué que dans notre contexte, que beaucoup de femmes arrivent, grossesse extra-utérine, on finit de diagnostiquer, on essaie un peu de calmer la douleur, et puis elle se lève pas, elle dit qu'elle rentre. Non, il ne faut pas rentrer pour rester à l'hôpital. C'est un critère d'hospitalisation. Maintenant, devant le traitement, il y a trois possibilités. Quand on retrouve une grossesse extra-utérine, qu'on a confirmé le diagnostic et on a dit que bon, si c'est une grossesse extra-utérine, vous avez trois possibilités. Il y a l'abstention thérapeutique. On ne fait rien. On considère que la grossesse extra-utérine va guérir spontanément, comme c'est souvent le cas dans 9 à 26% des cas. Mais c'est selon des critères bien précis. Mais il ne faut pas dire qu'on a dit, on m'a dit médical que devant la grossesse extra-utérine, on ne fait rien. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'il y a des critères bien précis qui nous permettent de dire qu'ici, devant ça, on a une abstention thérapeutique. Ensuite, on a le traitement médical, notamment le méthotrexate, qui va permettre l'arrêt des divisions des cellules trophoblastiques. Ceci aussi en fonction de plusieurs conditions et plusieurs critères. Et habituellement, le troisième point clé du traitement, c'est la chirurgie. Ça signifie qu'on va vous opérer. Je vous rappelle qu'on a dit dès le départ que la grossesse était au niveau de la trompe habituellement. Donc, on aura deux choix possibles. Soit on va vous retirer la trompe atteinte de grossesse extra-utérine avec la grossesse extra-utérine. Ça, c'est une chirurgie radicale. Soit on aura une approche conservateur où on va juste venir retirer la grossesse extra-utérine et on va laisser la trompe. Mais dans cette approche, il faut que ce soit un professionnel de santé qualifié parce que ces deux méthodes, vous pouvez soit aller par cœlioscopie, c'est-à-dire on va vous placer des trocars et on va faire des petits trous dans votre ventre, on va entrer, on va regarder qu'est-ce qu'il y a, on va retirer et ensuite on referme et puis vous rentrez à la maison. Soit ça sera par la parostomie. Donc on va ouvrir le ventre comme si on ouvrait une césarienne et puis on va retirer ce qu'il y a à retirer. Mais là, le temps hospitalier est un peu plus prolongé. Donc, c'est souvent aussi en fonction de quand vous arrivez, de vos moyens, du professionnel de santé qualifié, faire une cystoscopie ou pas. Donc, la décision est souvent prise. Concernant le pronostic, il faut noter que la fécondité est présente dans plus de 60% des cas après une grossesse extra-utérine. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2014, qui a montré que
Après une grossesse extra-utérine, la fécondité est présente à 60%. 60%, c'est beaucoup, c'est pas négligeable. Il ne faut pas dire que j'ai une grossesse extra-utérine, ça veut dire que je ne peux plus retomber enceinte. Non. Il y a des mesures à prendre pour revenir et dire que bon, je vais continuer avec la procréation. Maintenant, il faut savoir que le risque de récidive est proportionnel au nombre de grossesses extra-utérines. Je m'explique. 10 à 15% après une première grossesse extra-utérine, vous êtes susceptible de faire une autre grossesse extra-utérine. 25 à 40% après une deuxième grossesse extra-utérine, vous êtes à risque de faire une grossesse extra-utérine. Et après deux grossesses extra-utérines, c'est 90 à 100% de chance que vous êtes à risque de faire une troisième grossesse extra-utérine. Ça, ce ne sont que des études qui ont été faites et qui ont été prouvées. Ça ne veut pas forcément dire que si elle a fait ça, ça veut dire que moi, ça sera comme ça. Non, ce n'est pas forcément ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment se protéger contre les grossesses extra-utérines. Beaucoup vont se dire que non, on ne peut pas se protéger contre les grossesses extra-utérines, mais c'est faux. Même une femme en bonne santé peut être à même de faire des grossesses extra-utérines. Mais il faut prendre certaines précautions pour éviter que cela arrive. Comme quoi, notamment traiter les infections génitales. Il ne faut pas rester là à traîner avec un chlamydia et se dire que bon, je n'ai pas de signes actuellement, donc ça va, je peux rester comme ça. Non. Il faut traiter les infections génitales. Il faut se protéger lors des rapports sexuels. C'est primordial. Faire le suivi médical régulier. Consulter le plus tôt possible quand vous avez un retard de règles. Ne restez pas en disant que bon, ça a fait 30 jours, je ne vois plus mes règles, et puis vous arrivez au 31e jour avec des douleurs, un saignement, et puis on va commencer à courir, monter. Non. Et ne pas ignorer une douleur ou un saignement anormal. Devant toute douleur chez une femme en âge de procréer, on passe une grossesse extra-utérine, il faut venir à l'hôpital. Bon, le mot de la fin, c'est pour dire que chez vous les femmes, votre vie est précieuse. Ne restez pas à la maison avec une douleur. Il faut consulter le plus rapidement possible. Je vais repasser la parole à Dr Yves Pouna pour la deuxième partie. Merci. Merci, docteur Mal. La présentation était tellement brillante. Je ne sais même pas si, à la place de la population, je ne poserais même pas de questions, tellement tout était limpide. Mais bon, il y a aussi une étude qui dit que autant la présentation est intéressante, autant il y a de questions posées en commentaire. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Vous allez répondre par la suite. Alors, comme je l'ai dit, le docteur Georges Mal a fait une très belle présentation que je vais essayer de résumer, ce qui n'est pas facile parce que tout ce qu'il a dit est essentiel. Résumé, en fait, ce serait un peu altérer la qualité du travail. L'objectif ici, ce soir, c'est d'informer les femmes, mais moi, je ne dirais pas seulement les femmes, la population, les hommes, les grands-mères même, parce que vous pouvez avoir votre enfant à la maison qui n'a pas suivi le mariage, mais vous êtes alerté par rapport à ça. Vous pouvez avoir votre petite soeur, vous pouvez avoir votre femme, et en étant au courant de tout ceci, vous allez mieux apprécier la chose. Donc, informer la population sur comment reconnaître les signes d'alerte de la grossesse extra-utérine. Le docteur Mal a défini tout à l'heure, la grossesse extra-utérine, c'est l'implantation du produit de conception à l'extérieur de la cavité utérine. Alors, il a essayé de donner quelques chiffres, notamment de façon générale, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Le fait que deux grossesses sur 100 sont généralement de localisation extra-utérine et des études faites dans notre contexte rapportent des chiffres un peu plus élevés, c'est-à-dire à une fréquence de 4% au lieu de 2% de façon générale. Il a rappelé que c'était la première cause de mortalité au premier trimestre de grossesse, la première cause de mortalité maternelle, et qu'elle peut toucher toutes les femmes en âge de procréer, et même la femme apparemment saine. C'est-à-dire que vous ne devez pas forcément avoir des antécédents qu'on a cités par la suite pour développer la grossesse utérine. Même une femme apparemment saine peut en développer. Alors, il a essayé de faire un petit rappel sur la physiologie de la conception et donc la physiopathologie de la grossesse utérine. Lorsqu'on parle de conception, c'est qu'il y a eu un rapport sexuel, idéalement. Le spermatozoïde a été déposé dans le vagin de la femme. Les spermatozoïdes en question vont se mettre à migrer, ils vont quitter le vagin, ils vont migrer par ce qu'on appelle le col de l'utérus. Ils vont aller dans la cavité utérine. Après la cavité utérine, ils ont deux chemins. Soit je vais dans la trompe droite, soit je vais dans la trompe gauche. Donc, ils vont aller dans l'une des trompes. Et pendant qu'ils sont en train de faire ce travail-là, l'ovaire également, qui représente ce qu'on appelle le gonade féminin, qui est un peu comme le testicule chez la femme, a produit ce qu'on appelle un ovule. L'ovule a été produit. L'ovule va être capté par ce qu'on appelle le pavillon. Vous voyez dans le schéma de l'utérus, il y a ce qu'on appelle la trompe au bout. La trompe avec son pavillon. Le pavillon va donc capter l'ovule. Lorsqu'il capte l'ovule, l'ovule commence également à migrer dans la trompe. Donc pendant que le spermatozoïde lui migre vers l'ovule, l'ovule également migre vers le spermatozoïde grâce à ce qu'on appelle les cils vibratiles. Donc il y a des cils
dans les trompes de la femme qui, en fonction de est-ce qu'il y a déjà eu fécondation ou non, vont migrer d'un sens ou dans l'autre. Lorsqu'il n'y a pas encore eu fécondation, ils vont aider les spermatozoïdes à migrer dans ce sens et les autres de l'autre côté vont aider l'ovule à migrer dans ce sens. Dès que les deux se rencontrent à l'étage de la trompe, ils commencent à battre uniquement dans le sens de la cavité utérine. Donc, ils vont porter la cellule œuf ou zygote qui représente déjà la cellule œuf qui représente en fait le produit de la fécondation. Mais là, on ne parle pas encore de conception. Parce que pour qu'on parle de conception, il faut que ce soit implanté quelque part. Donc, ils vont ils vont transporter la cellule œuf. Et dans une grossesse normale, la cellule œuf est censée migrer, revenir dans la cavité utérine et s'implanter. Là, il y a une nidation. Et c'est la nidation qui marque le début de la grossesse. Malheureusement, dans la grossesse extra-utérine, on a parfois des cils qui sont altérés, ils n'arrivent plus à bien battre. Et donc, ce produit de conception va se fixer au niveau de la trompe. Généralement, ça, c'est l'une des localisations. Il y en a d'autres. Mais généralement, c'est au niveau de la trompe de Fallope. Et donc, ça fait ce qu'on appelle grossesse extra-utérine. Donc là, j'ai essayé de brosser de façon à ramasser la physiopathologie de la grossesse extra-utérine. Alors, le docteur Eddy Mal a parlé de ce qu'on appelle les facteurs de risque. C'est des points très importants. Lorsqu'on parle de facteurs de risque, ce n'est pas une relation directe de cause à effet toujours. C'est des situations qui vous prédisposent à faire une maladie. C'est des situations qui, à la différence de quelqu'un qui n'a pas vécu cette situation, vous êtes, j'ai envie de dire plus à risque, mais vous êtes plus exposé, vous avez plus de chances, alors plus de malchance de développer cette pathologie. On a d'abord, il faut savoir qu'en gynécologie, lorsqu'on parle de facteur de risque, si on dit facteur de risque de césarienne, premier facteur de risque, c'est antécédent de césarienne. Si on dit facteur de risque de grossesse extra-utérine, premier facteur de risque, c'est antécédent de grossesse extra-utérine. Donc, si vous avez fait quelque chose, vous êtes à risque d'en faire encore. Donc, premier facteur de risque, c'est l'antécédent de grossesse extra-utérine. Deuxième facteur de risque, les infections sexuellement transmissibles à répétition, notamment l'infection à chlamydia, qui est très présente dans notre contexte. On a également ce qu'on appelle les antécédents de chirurgie tubaire. Alors, tubaire, ça renvoie à la trompe. C'est-à-dire que si on vous a déjà opéré la trompe une fois, vous êtes à risque de faire une grossesse extra-utérine parce que, je l'ai dit, j'ai parlé des cils du boîtier tout à l'heure. Si on fait une chirurgie de la trompe, les cils sont probablement altérés. Également, lorsqu'on est déjà entré dans le corps pour l'opérer, il y a ce qu'on appelle des brides qui se mettent en place. C'est-à-dire c'est des réactions de l'organisme au fait qu'on est touché. Il n'aime pas qu'on le touche, du coup il va créer une inflammation. Et l'inflammation va donner secondairement ce qu'on appelle des brides. C'est un peu comme si ça s'attachait. Une fois que ça s'attache, il reste que la cellule F n'évolue pas et qu'on ait une grossesse extra-utérine. Donc en disant de chirurgie tubeuse, de chirurgie pelvienne, la consommation de tabac, le docteur Mal l'a dit tout à l'heure, l'usage des dispositifs intra-utérins, ce qu'on appelle stérilet, qui est un peu rare. D'après les chiffres ramenés, c'est quand même rare, mais on cite cela. Alors, la fécondation in vitro et transfert d'embryons. Il y a également la prise de pilules d'urgence, notamment lors de la consommation abusive. On a les infections, les interruptions volontaires de grossesse, surtout lorsqu'elles sont répétées. On a le multipartenariat sexuel, parce qu'on l'a dit, vous avez plusieurs partenaires sexuels, vous ne vous protégez pas, vous multipliez les chances de contracter une infection sexuellement transmissible. Et donc, avec le mécanisme qu'on a expliqué, de développer une grossesse extra-utérine. On a également ce qu'on appelle le coïtage précoce. Le docteur Mal l'a dit tout à l'heure. Le coïtage, c'est l'âge auquel on a nos premiers rapports sexuels. Si vous avez vos rapports sexuels beaucoup trop tôt, c'est vrai qu'il n'y a pas de norme vraiment définie, mais plus vous avez vos rapports sexuels tôt, plus vous êtes à risque de faire une grossesse extra-utérine, d'après les études qui ont été menées. Alors, le docteur Mal a parlé de ce qu'on appelle les signes d'alerte tout à l'heure. C'est surtout ce qu'on veut que vous reteniez ce soir. Comment reconnaître les signes d'alerte en cas de grossesse extra-utérine? Alors, le premier signe, c'est ce qu'on appelle la douleur pelvienne. La douleur pelvienne, particulièrement lorsqu'elle est unilatérale et permanente. Mais pas n'importe quelle douleur. Si vous avez votre cycle qui est habituellement régulier, vous ovulez autour du 14e jour. Et autour du 14e jour, vous vous rendez compte que vous avez une douleur unilatéralisée qui n'est pas très intense, c'est probablement l'ovulation, on connaît ça. Mais lorsque vous avez une douleur telle qu'on l'a décrite, surtout qui irradie vers la scapula, c'est l'omoplate. Lorsque vous avez une douleur telle que décrite, associée à un retard de règles, vous attendiez vos règles le 13, ce n'est pas venu, nous sommes déjà le 17, nous sommes déjà le 23, vos règles ne sont pas venues, vous sentez une douleur intense d'un côté du bas-ventre, attention, il faut rapidement aller à l'hôpital. Alors, cette douleur est souvent associée à ce qu'on appelle un saignement pervaginal volontiers noirâtre. Voilà. Et à côté de ça, évidemment, vous allez ressentir les signes de grossesse, parce que oui, vous êtes enceinte. Les signes de grossesse, en fait, sont en rapport avec le fait que l'organisme ayant conçu, on va dire ça comme ça, la grossesse, entre guillemets, commence à fabriquer ce qu'on appelle les bêta-HCG, les hormones de la grossesse. Lorsque vous faites un test de grossesse, en fait, c'est les bêta-HCG qu'on retrouve. Or, ces bêta-HCG seront responsables justement des signes de grossesse. Donc, oui, vous êtes enceinte, mais la grossesse n'est pas au bon endroit. Donc, oui, vous allez développer les signes de grossesse. Alors, le docteur Mal a parlé ensuite de la paraclinique, c'est-à-dire les examens qu'on fait généralement lorsque vous venez dans un contexte on suspecte la grossesse extra-utérine. Première chose à faire, toute femme qui arrive, elle a un saignement, elle a une douleur, on va d'abord demander date de dernière règle. Dès qu'on se rend compte qu'il y a un retard, on va faire un test de grossesse.
Même si elle n'a pas un retard, on va faire un test de grossesse parce que parfois les cycles sont un peu troublés. Toutes les femmes n'ont pas des cycles vraiment réglo. On va faire un test de grossesse. Alors, le test de grossesse, je reviens à doser ce qu'on appelle, on dit doser, ça veut dire déterminer la concentration de ce qu'on appelle les bêta-ACG. Je l'ai dit, c'est le monde de la grossesse. Il y a deux types de façons d'étudier les bêta-ACG. Il y a la façon qualitative, c'est ce qu'on achète souvent dans les pharmacies, test de grossesse urinaire. Vous allez faire pipi et le test va vous dire s'il y a ou s'il n'y a pas les bêta-ACG. Ça, c'est un test qualitatif. Mais dans le cadre de la grossesse extra-utérine, ce qui nous intéresse surtout pour définir même la prise en charge dont il a parlé par la suite, c'est ce qu'on appelle le dosage quantitatif. Oui, il y a les bêta-ACG, mais ils sont à combien? Ils sont à combien aujourd'hui? Demain, on va encore faire ou après-demain, ils sont à combien? Il a dit tout à l'heure, dans une grossesse normale, le taux de bêta-ACG double après 48 heures. Bon, ça, c'est beaucoup plus pour les professionnels de santé. Ça double toutes les 48 heures. Dans la grossesse extra-utérine, c'est pas pareil. La cinétique est différente. Donc, ça va orienter. Et à côté de cela, il y a un examen clé qui s'appelle l'échographie pelvienne. C'est où il a fait un clin d'œil au radiologue. Alors, l'échographie pelvienne qui se fait idéalement par voie. Il y a deux voies. L'échographie pelvienne n'est pas toujours endovaginale. C'est le moment de parler à mes confrères cliniciens qui vu l'échographie pelvienne. Il y a deux voies qui peuvent être abordées. Les deux voies sont idéalement abordées. La voie suspubienne et la voie endovaginale. Mais en fonction de ce que le médecin a retrouvé en suspubien, il sait comment il va explorer endovaginal. Donc, ce n'est pas souvent nécessaire de préciser tout ça parce que le radiologue, il sait également exactement comment il doit passer pour vous donner le résultat que vous voulez. Alors, petit juste point sur l'échographie. Lorsqu'on fait l'échographie, généralement pelvienne, on va retrouver ce qu'on appelle une masse. Une masse où alors on va clairement voir le fœtus qui n'est pas dans la cavité utérine. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'ai posté dernièrement une vidéo comme ça d'une grossesse de localisation extra-utérine où on voyait clairement l'enfant qui était posté à côté et son cœur battait même, c'est-à-dire qu'il peut encore. Mais malheureusement, il ne peut pas suivre là-bas, donc on a dû arrêter. Donc, c'est soit on va voir une massage, je m'adresse beaucoup plus aux cadets de radiologie ou alors aux techniciens d'imagerie qui font les échographies. C'est soit on voit un embryon qui a localisation extra-utérine, là c'est vraiment dans le meilleur des cas, c'est facile. Soit on voit une masse qui est hétérogène, on ne voit même pas l'embryon, on voit une masse qui est hétérogène, qui est para-utérine. Mais attention, il faut toujours se rassurer de voir l'ovaire. C'est-à-dire qu'entre l'ovaire et l'utérus, on voit cette masse-là. Parce que vous pouvez voir une masse, vous pensez que c'est la grossesse extra-utérine alors que c'est l'ovaire. Donc, se rassurer de voir l'utérus qui est vide, se rassurer de voir l'ovaire et maintenant objectiver cette masse-là. Ça, c'est dans le cadre où on a une grossesse extra-utérine qui est non rompue. Maintenant, lorsque la grossesse extra-utérine se rompt, parce que peut-être le docteur Andine n'a pas pu préciser cela tout à l'heure, étant donné que l'endroit où la grossesse est, ce n'est pas l'endroit où elle est censée demeurer, elle est à risque de rupture. La trompe n'est pas faite pour contenir une grossesse. Donc, à tout moment, ça peut éclater. Lorsque ça éclate, la femme fait ce qu'on appelle un saignement cataclysmique. Elle saigne tellement qu'elle peut perdre sa vie. Donc, lorsque ça éclate, vous n'allez plus voir cette masse-là. Vous allez entrer pour faire une échographie et vous allez voir ce qu'on appelle un épanchement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquide dans le bas-ventre et même au niveau de l'abdomen un peu plus haut. Donc, on appelle ça l'hémopériton, la présence de sang dans le ventre. Donc, on a deux cas, soit la grossesse est non rompue, c'est une urgence évidemment, mais lorsqu'elle est rompue, c'est une urgence encore plus parce que la femme se vide de son sang et elle peut mourir. Donc, ça c'était juste une petite parenthèse sur l'échographie. Alors, la prise en charge, le docteur Mal l'a dit tout à l'heure, il y a trois possibilités. Soit la station thérapeutique selon des critères bien définis, je crois que c'est le score de Fernandez, je pense que c'est ça qu'ils utilisent. Voilà. À côté de la station thérapeutique selon les critères bien définis par eux, moi je les maîtrise même pas, je ne fais pas ça. Il y a ce qu'on appelle le traitement médical, fait de ce qu'on appelle le méthotrexate. Si vous vous souvenez, en classe de 3e, on avait vu ce qu'on appelle la mitose. La mitose, la division cellulaire. Une cellule vient, elle donne deux cellules filles, une cellule vient, elle donne deux cellules filles. Le méthotrexate, c'est ce qu'on appelle un antimitotique, c'est-à-dire qu'il s'oppose à cette division cellulaire. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire une grossesse extra-utérine, sachant que l'enfant, la grossesse au début, c'est des multiplications cellulaires, des mitoses. Lorsqu'on donne le méthotrexate, il vient s'opposer aux mitoses et donc il arrête ces divisions cellulaires pour faire regresser la grossesse extra-utérine. Évidemment, selon des critères bien définis, selon le score de Fernandez, pour les plus cuits, pourront chercher ça sur le net. On a également ce qu'on appelle le traitement chirurgical qui peut consister soit à retirer la trompe complètement, surtout lorsqu'il y a eu rupture, c'est-à-dire que la grossesse extra-utérine est éclatée. Là, on va parler de salpingectomie. Alors, salping, ça veut dire trompe, ectomie veut dire enlever complètement. Ou alors, on va faire ce qu'on appelle retirer juste la GEU, le docteur m'a dit tout à l'heure, on va appeler ça salpingostomie. Salping, c'est pour la trompe. Ostomie veut dire ouvrir juste ton ventre. Alors, le traitement chirurgical peut être fait, comme il a dit tout à l'heure, selon deux méthodes. Soit sous cœlioscopie, c'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir votre ventre. Lorsqu'on ouvre totalement votre ventre, c'est la laparoscopie. La cœlioscopie, vous voudrez qu'on envoie des petites aiguilles, je ne sais pas comment ils appellent ça. Le docteur Kassi en parle souvent lorsqu'il fait le mardi médical. On envoie des petites aiguilles dans le corps et on fait une chirurgie avec les caméras. Et là, vous
récupérer rapidement. Je crois le lendemain, le jour de l'opération, le lendemain, vous pouvez sortir, rentrer chez vous. Il y a moins de complications infectieuses et tout ça. Alors, le pronostic, après une grossesse extra-utérine, comme le docteur a l'a dit tout à l'heure, la fécondité est préservée à 60%. Donc, c'est pas parce que vous avez fait une grossesse extra-utérine que vous devez être dans la phobie, vous ne pouvez plus concevoir et tout et tout. La fécondité est préservée à 60%. Seulement, plus vous faites de grossesse extra-utérine, plus vous êtes à risque d'en faire. Alors, comment se protéger des grossesses extra-utérines? Il faut simplement éviter les facteurs de risque. On a dit, les infections sexuellement transmissibles, il faut les traiter. S'il faut traiter les infections sexuellement transmissibles, ça veut dire qu'il faut d'abord les dépister, ce qui revient à faire un check-up, idéalement trimestriel, se protéger lors des rapports sexuels, militer pour le monopartenariat sexuel, si on ne peut pas s'abstenir. Alors, consulter le plus tôt possible en cas de retard. Ok, Mélanie a un retard. Elle est partie à la pharmacie, elle a fait un test de grossesse, c'est positif. Elle dit, ok, je suis enceinte. Je vais partir au 4e mois, comme ça, on va faire l'échographie, on va dire si c'est un garçon. Erreur, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. J'ai d'ailleurs aussi une femme aujourd'hui qui n'a pas fait une grossesse extra-utérine, mais elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Et elle est venue faire une échographie à 28 semaines de grossesse pour qu'on lui dise si c'est une fille ou si c'est un garçon. Elle n'a pas fait de visite prénatale. Et on s'est rendu compte que toute cette voûte crânienne-ci, toute cette os n'existait pas. Le cerveau de l'enfant baignait dans le liquide. Elle avait ce qu'on appelle, l'enfant avait ce qu'on appelle une exencéphalie. Or, si elle avait pris ce qu'on appelle l'acide folique au premier trimestre là, si elle avait un médecin qui lui avait dit de prendre l'acide folique, elle n'aurait certainement pas eu ce problème. C'est vrai qu'il y en a qui prennent et qui ont ce problème, mais l'acide folique aurait prévenu ça. Donc, débuter au plus tôt les visites prénatales. Alors, ne pas ignorer la douleur ou les saignements anormaux. Alors, je pense que j'ai parcouru de façon ramassée tout ce qui a été dit. Donc, là, on va essayer de passer à la phase de questions-réponses. J'espère. Docteur Edimo, tu es avec moi, j'espère. Oui, oui, je suis avec vous, docteur Yves. Je vais essayer de lire les questions de façon chronologique et s'il te plaît, tu vas essayer de nous apporter des. Les Tu vas éléments essayer de de nous réponse. apporter des éléments de réponse. Un instant, j'essaie de prendre la question la plus ancienne. Alors, bon, c'est pas vraiment dans l'ordre chronologique, mais bon, je vais poser comme ça. On a la première question qui nous vient de mademoiselle Bini Gracia, je cite. Merci pour la brillante présentation. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si un accolement utéro-ovarien peut être à l'origine d'une grossesse extra-utérine. Merci pour la question. Là, on entre un peu plus dans un volet déjà chirurgical. Je ne sais pas si on se comprend, docteur Yves. Donc là, on a parlé, quand on parlait des grossesses extra-utérines, là, on vous a parlé des torsions et des accolements. Donc, on va regarder si une étude a été faite pour voir, on peut vous confirmer ça d'emblée. On va vérifier si une étude a été faite pour vous parler de ça, à part si le docteur Yves veut nous apporter plus de précisions à cela. Bon, il faudrait d'abord savoir ce à quoi on voit l'accolement utéro-ovarien. C'est beaucoup plus échographique que clinique. L'accolement utéro-ovarien, c'est une séquelle d'infection. C'est-à-dire que lorsque nous on fait une échographie pelvienne et on veut savoir si une dame a l'annexite, c'est-à-dire une infection des annexes, une infection de la trompe, de l'ovaire, tout ça, il y a des signes qui nous orientent. Évidemment, il y a la sensibilité, c'est-à-dire que lorsque la sonde touche la zone intéressée, ça fait mal. Il y a ce qu'on appelle l'hypervascularisation. Pardon. Parce que chaque fois qu'il y a inflammation, le sang afflue particulièrement. Mais il y a également ce qu'on appelle l'accolement utéro-ovarien, c'est-à-dire qu'il y a eu une infection, il y a eu une réaction inflammatoire. J'ai parlé des adhérences tout à l'heure. La fibrine s'est créée et ça a donc attiré les deux structures, l'ovaire et l'utérus. Les deux se sont collés. Donc, c'est un signe d'infection. Qui dit donc accolement utéro-ovarien dit certainement c'est quelle infection. Et on a dit les infections, ce sont les facteurs de risque de grossesse extra-utérine. Donc, oui, il y a un lien entre les deux. Alors, on va prendre la deuxième question. Elle vient de M. Eban Junior, pardon. Merci pour la présentation. Une grossesse extra-utérine peut-elle être rattrapée, entre parenthèses, si elle est détectée tôt, par exemple, ou alors elle conduit systématiquement à une fausse couche? Je reprends. Une grossesse extra-utérine peut-elle être rattrapée, ou alors elle conduit systématiquement à une fausse couche? D'accord. Merci pour la question. C'est de monsieur Eban Junior. Monsieur Eban Junior. Quand vous expliquez la physiopathologie des grossesses extra-utérines, on a expliqué en disant que la grossesse extra-utérine est déjà pathologique. C'est-à-dire que où l'œuf s'implante, ce n'est pas le site normal d'implantation. Donc, où ça s'implante, la grossesse ne peut pas évoluer. Ça va grandir, 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 grandir. Ça va éclater, ça va conduire à une hémorragie cataclysmique. Et là, on sera en train de courir pour aller opérer. Donc, plus vite c'est détecté, plus vite c'est traité.
Donc, on ne peut pas être dans une méthode, on va dire qu'on entre plus dans une méthode conservatrice pour dire que, bon, on va essayer de conserver pour voir. Donc, c'est habituellement comme ça. Merci, docteur. Notre idéal voudrait que si une femme qui a 38 ans, qui cherche des enfants depuis n'arrive pas à concevoir, elle fait une grossesse utérine, notre idéal voudrait, si on voit la grossesse utérine, où le cœur de l'enfant bat encore, d'aller enlever et mettre dans la cavité utérine. Mais je ne pense pas que jusqu'à présent, les gynécologues aient réussi à mener cette opération à bien. Prendre l'enfant en extra-utérin, venir l'implanter et qu'il continue de se développer. Je ne pense pas. Peut-être les gynécologues ont des ça, mais je ne pense pas. Alors, on a la question suivante qui nous vient de mademoiselle Jenny Ornella, je cite. Merci pour la présentation. Dans un contexte où l'infertilité est fortement stigmatisée, comment accompagnez-vous les femmes après une grossesse extra-utérine? Je reprends. Question de mademoiselle Jenny Ornella. Merci pour la présentation. Dans un contexte où l'infertilité est fortement stigmatisée, comment accompagnez-vous les femmes après une grossesse extra-utérine? Merci pour la question de madame Jenny Ornella. Pour répondre à cette question, c'est vrai que durant la présentation, on a négligé un petit aspect, l'aspect de l'accompagnement. C'est pour ça que chaque fois après une grossesse extra-utérine, on demande toujours une consultation psycho. Ça doit être systématique. Parce qu'il faut accompagner la femme en lui expliquant que tu as fait une grossesse extra-utérine, ce n'est pas la fin du monde. C'est vrai que tu as la possibilité de faire une deuxième grossesse extra-utérine, mais on demande toujours une consultation psycho. Malgré un conseil fait par les gynécologues très armés pour tester tout ce qu'il faut en détail. Donc, devant la question, la consultation psycho sera la bienvenue. Donc, c'est pluridisciplinaire. Ça ne concerne pas uniquement les gynécologues. Merci beaucoup, docteur. La question. Oui, très bien. Moi, je galvanise les femmes à ne pas changer de gynécologue tout le temps parce que votre gynécologue chez qui vous allez une première fois, il n'a pas toute votre histoire gynéco-obstétricale. Or, le gynécologue que vous avez depuis, il vous connaît bien, il vous prend de façon particulière par rapport à tout ce qu'il sait de vous. Vous allez aller chez un, il va faire, j'ai pas envie de dire qu'on consulte à la hâte, mais parfois qu'on a 15, 20 patients à voir, on ne va pas toujours prendre tout le temps avec tous ces patients-là. Alors, quand il y a un gynéco qui vous suit le pied, qui sait quels sont vos antécédents, alors il prend beaucoup plus de temps pour vous, sachant que psychologiquement, vous pouvez avoir ces antécédents-là. Alors, on a la question suivante qui vient de mademoiselle Muriel Grâce de Cite. Merci, docteur, pour votre présentation. J'ai deux questions. Ce qu'on retrouve au toucher vaginal et l'importance de la culdosynthèse, si ça fait toujours partie de la pratique clinique de tous les jours. Je reprends. Je crois que ça, c'est une question technique. J'ai deux questions. Qu'est-ce qu'on retrouve au toucher vaginal lors d'une grossesse extra-utérine? Ça, c'est la première question. Bon, et la deuxième, je vais répondre une fois les deux directement, la première et la deuxième. Et la deuxième disait quoi? L'importance de la culdosynthèse dans la grossesse extra-utérine. D'accord. Merci, Madame Muriel, grâce pour la question. Au toucher vaginal, habituellement, on va retrouver un utérus qui est légèrement augmenté de taille et qui est mou, avec une masse annexielle douloureuse. C'est devant les signes-là qu'on se dit que, bon, on a ces signes-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va aller explorer? On demande toujours une échographie pour nous accompagner. Donc, au toucher, tu vas toujours retrouver habituellement un utérus légèrement augmenté de taille, qui est mou, qui est douloureux et une masse annexielle. Et maintenant, au niveau de la culdosynthèse, habituellement, on dit souvent que, bon, dans la prise en charge des grossesses extra-utérines, on se base sur 3 trépieds, on dit la clinique, les bêta-CG, et puis on fait un peu de... On fait l'appareil clinique avec l'échographie. Mais ça a toujours un rôle particulier, ça a toujours un rôle important. Parce que quand on va piquer pour essayer de voir si le sang coagule normalement, ça a toujours sa place. Mais ce n'est pas un élément majeur, ce n'est pas un critère où tu vas dire que c'est directement phare. Ça peut être phare si c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire l'échographie, par exemple. On se retrouve dans une situation d'urgence, on va dire que bon, la culdosynthèse a été positive, on a tel signe, on a la douleur, on a là on court, on dit qu'on peut opérer. Donc c'est un peu ça, un peu pour répondre à la question. Merci donc. C'est beaucoup plus pour les zones dépourvues de plateaux techniques adéquats, notamment les zones où il n'y a pas de machine d'échographie. Alors, on a la question suivante qui nous vient du docteur Seth Boudric, que je salue, mon aîné en radiologie. Bonjour, merci
merci pour la présentation. Avons-nous déjà eu au Cameroun des grossesses extra-utérines abdominales qui sont arrivées à terme? Merci pour la question, docteur. C'est que votre aîné, bien sûr. Bon, au Cameroun, les études récentes, on n'a pas fouillé pour essayer de voir. Mais une grossesse abdominale qui arrive à terme, le terme, ça veut dire que la grossesse est entre 37 et 42. Une semaine, 6 jours, disons 42 au max. Là, je ne suis pas sûr qu'une grossesse abdominale puisse arriver à terme. C'est-à-dire, on va essayer de vérifier. Mais au Cameroun, je n'ai pas encore lu un article sur ça pour essayer de voir. Je ne sais pas si le docteur Yves a eu à voir ça un jour, mais bon, on va essayer de s'édifier. On va revenir avec une réponse. Mais arriver à terme, grossesse abdominale, avec tous les facteurs de risque, c'est un peu compliqué. Je ne pense pas. Bon, d'après ma culture, j'ai déjà eu un cas de grossesse extra-utérine, notamment de localisation abdominale en Occident, qui est arrivé à terme. Après, on a justement fait, j'ai même pas envie de dire une césarienne, j'ai envie de dire une laparotomie pour enlever l'enfant. Mais c'était pas au Cameroun en tout cas. Je pense que s'il y avait eu un cas comme ça au Cameroun, ça aurait certainement été documenté. En tout cas, moi, je n'ai pas encore lu. On va essayer de fouiller. S'il y en a déjà eu, on va apporter des On va éclaircissements apporter des complémentaires éléments de après. réponse. Ouais. La question suivante nous vient de mademoiselle Karen Fotso. Je cite: bonsoir à tous. Merci pour vos interventions. La grossesse extra-utérine est-elle héréditaire? Non. Pourquoi héréditaire? Non, elle n'est pas héréditaire. On ne peut pas dire que la grossesse extra-utérine est héréditaire. On t'a parlé, c'est possible d'avoir certains facteurs de risque. On va te dire que, bon, voici les facteurs de risque, mais dans les facteurs de risque, vraiment parler de l'hérédité, non, je pense pas. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas s'il y a encore eu une question. Je vais un peu fouiller. Leslie Fotso. Ok, on vient de répondre. Donc, je pense qu'on a parcouru toutes les questions qui ont été posées. Ceux qui vont regarder le direct en différé, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et on y apportera des réponses après l'émission. Donc, docteur, je te passe la parole pour que tu dises le mot de fin et nous allons clôturer le direct. D'accord. Merci, docteur Yves Pouna. C'était vraiment un plaisir de participer au mardi médical. C'était vraiment un échange interactif. La science a été expliquée, comme tu le dis souvent. Donc, ce fut un plaisir. Bon, le mot de la fin. Il faudra savoir qu'une grossesse extra-utérine, comme on a dit, je ne vais pas répéter, première cause du décès maternel au premier trimestre. Et je tiens aussi à rappeler aux femmes, surtout les femmes en âge de procréer. J'insiste sur les femmes, parce qu'habituellement, ce sont des femmes qui ressentent ces symptômes. Elles ne disent même pas. Bon, comme tu as dit que c'est de la population, oui, mais plus les femmes. Elles ont une façon d'estimer la douleur. Elle ne va pas venir dire, par exemple, à son mari que la douleur, si vraiment c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça que c'était un peu plus basé sur les femmes en âge de procréer. C'est vrai, un mari peut reconnaître que, bon, devant tel signe, il vient, il va t'expliquer, mais la femme est à même d'expliquer ce qui s'est passé exactement. Donc, comme on a dit, devant toute douleur pelvienne, aménorrhée, saignotement, parce que c'est pas habituellement un saignement, on pense à une grossesse extra-utérine. La douleur seule suffit pour une femme en âge de procréer à penser à une grossesse extra-utérine. Donc, comme on l'a dit, dépistage, partenaires sexuels, on réduit si c'est qu'on a plusieurs partenaires. Et il faut se protéger. Il faut se protéger pour éviter d'entrer dans la cascade des facteurs de risque. Bon, pour le mot de la fin, vraiment, Yves Pouna, ce fut un plaisir, un honneur pour moi, vraiment, de passer, comme j'ai dit, au mardi médical. Ça fait pratiquement 5 ans où je bouscule pour dire que signe, c'est comment. Donc, j'espère que dans un futur proche, ce sera un prochain mardi médical où on va vraiment discuter de la science. Vraiment, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, docteur Val. Alors, je dois te le confier, tu fais partie des meilleurs mardis médicaux parce que les gens pensent souvent que c'est facile de s'adresser à la population sur une maladie, mais entre être un bon médecin, savoir soigner les gens et pouvoir être capable de structurer ses idées pour transmettre à d'autres personnes, le chemin soit un peu long. Tu as eu
Tu l'as fait de façon brillante et c'est pour ça que le message est bien passé. On a eu une très belle audience. Je t'invite à garder cette organisation dans ta façon de travailler et tu verras que tu deviendras un très bon gynécologue. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Comme je l'ai dit, une bonne et heureuse année 2026. Très bientôt, nous recevrons encore le docteur Mal, ici le veut, dans une nouvelle édition du Mardi Médical. Alors, on se dit rendez-vous au 4e mardi du mois de février parce que, comme on l'a dit, le Mardi Médical, c'est maintenant tous les 4e mardis du mois. Alors, est-ce que vous estimez que la séance a été dite? Moi, je pense que oui. Bonne soirée. Bonne soirée.